Alors, bonsoir à tous et bienvenue. On est très content de vous savoir là. On aimerait vous voir, on aimerait vous avoir en personne, mais bon, malheureusement, ce n'est pas encore possible. Heureusement, on a des moyens technologiques qui nous permettent de se rejoindre, de vous parler et, comme vous le savez, vous pouvez aussi nous parler, bien sûr, via le chat. On expliquera tout à l'heure rendu à la période des questions. Alors, encore une fois, bonsoir et bienvenue au nom de toute l'équipe d'InfoDeuil. Je suis très content de dire l'équipe d'InfoDeuil parce que, comme vous le savez, on a lancé cette nouvelle plateforme InfoDeuil qui vous est dédiée, en fait, qui est dédiée à tous les endeuillés et plus, à tous les gens dont le sujet du mourir et du deuil intéresse, et principalement, bien sûr, les gens qui viennent de vivre récemment ou il y a déjà un bout de temps, là, malheureusement, qui ont perdu un proche et qui aimeraient avoir un peu de soutien, des références. C'est ce qui a motivé l'idée d'InfoDeuil que Joanne de Montigny et moi-même avons mis sur pied depuis, il y a du travail depuis 1 an et demi et maintenant, ça y est, on commence, on débute. Il y a déjà beaucoup d'informations et on souhaite bien sûr, c'est pas juste un souhait, c'est évident qu'on va poursuivre dans cette direction-là et toujours dans le but là, de vous fournir le maximum d'informations et une forme de soutien aussi dans la traversée du deuil et qui n'est pas toujours facile, on le sait. Alors, on espère que vous y trouverez un peu de réconfort, surtout à cette période, à l'approche des fêtes. Donc, il y a quelques années, ça fait quand même 4 ans qu'on a des soirées comme ce soir et souvent on évitait décembre, mais depuis 2 ans, on pense que c'est important de s'adresser à vous en ce début de fin d'année. Effectivement, ce sera notre dernière rencontre pour 2020 et on aura hâte de vous retrouver via le web aussi dès le 1er février, donc le premier lundi de février. Il y aura une soirée qui vous sera dédiée et vous pourrez en tout temps consulter infodeuil.ca. Vous y trouvez toutes les informations pour toutes les activités. Il y a des références sur des groupes de soutien, de livres. Enfin, vous y trouvez une foule d'informations, je pense, qui pourraient être pertinentes et, encore une fois, nous le souhaitons, qui pourra vous aider. Donc, merci d'être là et avant d'aller plus loin, bien sûr, je vais vous céder la parole à Joanne de Montigny. Probablement que la majorité de vous la connaissez bien. Joanne de Montigny est psychologue, auteure, conférencière et tellement autre chose aussi, une femme impliquée. Et j'ai le grand plaisir qu'elle participe avec nous au Repos Saint-François d'Assise et dans InfoDeuil depuis 2015. Donc, j'en suis très fier. Et voilà, donc, je lui cède la parole et vous présentera l'invité de ce soir. Et on se retrouvera vers la fin d'ici 45 minutes, 1 heure, pour une période de questions. Donc, je vous souhaite une bonne soirée rencontre et à toi, cher Jean. Alors, merci beaucoup, Alain, et surtout merci à toi, à ton équipe et au conseil d'administration de nous permettre ces rencontres et d'obtenir un peu de soutien entre nous grâce à vous. Ah oui, moi, ce soir, je suis très contente, vraiment très contente d'abord de vous retrouver. Je vous imagine encore en grand nombre. Je sais aussi qu'il y en a parmi l'auditoire virtuel qui sont des fidèles depuis le début de ces soirées rencontres et je vous salue. Je salue aussi toutes les personnes qui, pour la première fois, se joignent à nous. Avant de vous quitter ce soir, je vais vous laisser avec une surprise pour avant Noël que je vous expliquerai tantôt. Mais l'heure est arrivée de passer un beau moment, pour moi en tout cas, et je suis certaine que vous serez d'accord avec ce plaisir que j'ai de le présenter, que vous serez d'accord avec le choix de notre invité qui a beaucoup à nous dire à cause de sa grande expérience. Je serai donc en entretien avec Régent Carrier ce soir. Et ça, c'est un plaisir, en tout cas pour moi, de pouvoir l'écouter et puis rebondir sur ce qu'il a à nous partager.
C'est avec donc beaucoup d'amitié et de joie que je reçois Régent Carrier, un collègue de longue date avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer à maintes reprises dans des activités qui, tous les deux, nous tiennent à cœur. Des activités autour de l'accompagnement, autour du deuil, dans les congrès. Vraiment, ça a été pendant, pour moi, les 30 dernières années, une joie de côtoyer, j'oserais dire, ce bel ami. Régent vient tout juste de prendre sa retraite après 40 ans d'accompagnement et de soutien auprès des malades et des proches qui les accompagnent. Peut-être qu'il nous en touchera un mot plus tard. Je voudrais vous dire aussi que Régent est un travailleur social, mais un pionnier dans son domaine au Québec. Il a, entre autres, travaillé surtout et principalement à 3 endroits, comme la maison Michel Sarrazin à Québec. Elle est bien connue, cette maison. C'est une maison de renom. Ici, comme en Europe, sa pratique est aussi partagée entre le Centre hospitalier universitaire de Québec, donc la maison Michel Sarrazin, et le centre du jour à la maison, le centre de jour à la maison Michel Sarrazin. De cela aussi, j'aimerais l'entendre nous parler de comment ça se passe parce que c'est une expérience de quelques années et puis il va pouvoir nous en dire un mot. Enfin, tout en le présentant, j'aimerais aussi présenter son livre. Vous le voyez bien, j'espère, à l'écran, hein? Paroles et si on prenait le temps d'écouter. Alors, c'est formidable. Les deux principaux mots de notre travail à tous les deux, la parole de l'autre et notre écoute de cette parole. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour partager à la fois parole et écoute. C'est un très beau titre, Régent. Alors, je vais y aller et si vous me permettez, je m'adresse à l'auditoire. Je vais tutoyer Régent à cause de cette fraternité qui nous unit, qui nous relie depuis belle lurette. Et je te remercie, Régent, d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, tu nous situes dans ton livre avec l'origine latine du mot « parole ». Tu veux bien nous en dire l'essentiel? Ben, juste avant, je voudrais dire que je suis très heureux d'être là. Puis merci beaucoup, Joanne, pour cette invitation. Puis travailler avec Joanne, c'est toujours pour moi un plaisir. Alors, la personne comblée ce soir, c'est moi. L'origine latine du mot parole, c'est parabola. Parabola, parabole, au fond. Hein. Et quand on regarde la définition du mot parabole, on dit que c'est une allégorie sous laquelle se cache un enseignement. J'ai même vu une allégorie sous laquelle se cache une vérité. Et la parole du malade contient, à mon sens, un enseignement, voire même une vérité importante hein, qui est la sienne, ce qu'il vit, sa singularité. Il n'y a pas un malade qui ressemble à un autre malade, puis en même temps, tous les malades se ressemblent, je dirais, mais ils sont uniques. Alors, la parole, hein, lorsqu'elle est écoutée, ça fait parfois prendre conscience de force qu'on a à l'intérieur de soi, dans le sens qu'elle permet de contacter la partie non malade de soi. Hein. La partie non blessée, la partie qui reste en santé. Et pour cela, pour contacter cette partie-là, ben, il faut que la parole soit écoutée, hein, d'où le titre du livre. Et je dirais que la parole, dans le fond, elle est toujours neuve, hein, parce que l'être humain, on est en... Et même si on a parfois l'impression que la personne qui souffre... qui est en deuil, par exemple, va répéter les mêmes choses,
à mon sens, elle ne répète pas les mêmes choses. Sa parole, elle est neuve et elle permet d'intégrer, dans le fond, les événements qu'elle vit, les difficultés qu'elle rencontre. Alors, Réjean, parfois, les paroles sont peu nombreuses, mais elles sont très percutantes. Parfois, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on inclue dans une parole son silence? Le silence, c'est parole, et la parole parfois est silence. Et elle nous invite à ce silence aussi dans notre écoute, c'est-à-dire une pause entre sa parole et notre écoute. Et puis, le retour un peu qu'on peut faire sur l'écho de sa parole. Parce que finalement, quand on prononce une parole en toute confiance, dans un endroit sécurisant, c'est peut-être qu'on a mis un mot sur une douleur, un sentiment, quelque chose que l'on porte et que l'on n'a pas encore tout à fait nommé ou que l'on a nommé ailleurs, mais qui va prendre toute une autre signification parce qu'il est dit là, à ce moment-là, avec cette personne-là, en l'occurrence toi, quand tu écrivais ce livre et que tu te rappelais de toutes ces paroles. Je voulais aussi juste souligner, tu as dit quelque chose de très important à mon sens, c'est la partie intacte du malade, mais je dirais aussi de chaque être humain. Il y a en chacun de nous, on dirait, une partie qui n'est pas altérée par l'épreuve, une partie qui n'est pas brisée, une partie qui nous soutient, une partie sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on peut compter. Et dans ce sens-là, je pensais à Christiane Singer, qui a écrit son magnifique livre « Les derniers instants », les derniers fragments d'un long voyage. Elle disait, hein, le noyau dur en dedans de nous. J'entendais par cette explication cet espace qu'on ne peut pas briser. Alors, ça fait du bien de savoir qu'en chacun de nous, malgré les épreuves, il y en a qui l'ont appelé le ressort, il y en a qui appellent ça la résilience. Moi, j'aime bien appeler ça l'espace intact, comme tu l'as fait aussi dans ton écriture. Ce que j'ai aimé dans ce que tu nous écris, Réjean, tu as pris soin, hein, parce que je trouve qu'il faut le faire, prendre soin de noter ces paroles. Tu as fait ça pour toi d'abord, pour bien te rappeler, parce que nous sommes habités au retour à la maison par ces paroles, on les porte, et tu les as portées longtemps et tu les portes encore, et en même temps, tu les partages parce que tu sais qu'elles sont importantes pour le lecteur aussi, pour que d'autres puissent s'y reconnaître. Alors, je pense à celle de Simone, qui a 78 ans et que tu as noté dans ton livre quand elle nous dit ceci. Quand on est pris comme cela, il faut s'abandonner. Ma question que j'aimerais te demander, par exemple, pour Simone, tu l'as vu peut-être s'abandonner et peut-être l'as-tu vu chez d'autres. C'est un phénomène que tu as observé chez plusieurs, plus rarement ou fréquemment? Je dirais que je crois que la majorité des personnes arrivent à s'abandonner, tu sais, mais la notion d'abandon est toutefois différente d'une personne à l'autre. Et parfois, on a des modèles d'abandon qu'on souhaiterait voir devant nous ou qu'on souhaiterait pour nous-mêmes, mais ce sont des modèles. L'abandon peut être pour l'un le sentiment de paix intérieure par rapport à sa vie. La paix intérieure n'efface toutefois pas la peine qu'on peut ressentir quand on doit quitter la vie ou on se prépare à quitter la vie, quand on se prépare à quitter les siens. Abandon, oui, si on convient qu'on peut
à la fois être en paix et en peine. Et ceci est vrai aussi pour les proches endeuillés. On peut être en paix avec la personne décédée, mais en même temps, on peut être en peine de ce décès, vivre la peine de ce décès. S'abandonner, pour moi, en tout cas, ne veut pas dire ne plus avoir d'espoir, hein, ou ne plus avoir le goût de vivre. L'abandon, un peu comme l'acceptation, pour moi, c'est de reconnaître ce qui est. Et ce sont les malades qui m'ont enseigné ça. Reconnaître qu'on est malade, reconnaître qu'on va mourir, reconnaître qu'on est en deuil, qu'on vit un deuil important, enfin. Et une fois cette reconnaissance faite, on se questionne maintenant sur comment on vit, dans le fond. Comment on fait maintenant. Dans le fond, l'abandon, c'est un peu comme l'acceptation, c'est la reconnaissance de ce qui est. Et l'abandon, pour moi, ne veut pas dire se soumettre, hein, ou arrêter de vivre avant son temps. Hein. Et ça, c'est un danger d'arrêter de vivre avant son temps. La reconnaissance de ce qui est permet de vivre aujourd'hui, de profiter de ce qui est et des gens qu'on aime. Et en ce sens, je crois que la plupart des personnes en fin de vie y arrivent. Un homme en fin de vie me disait déjà, je suis rendu là. On est rendu là. Ben, c'est une sorte d'abandon qu'il est en train de me dire. C'est simple, hein? C'est tout simple. Et en ce sens, l'expression de la parole, lorsqu'elle est écoutée, sans aucune intention, hein, de vouloir amener la personne là où on voudrait qu'elle arrive, sans avoir d'agenda en arrière de notre tête, dans le fond, hein, sans avoir d'agenda caché, ben, permet de s'abandonner. Hein, permet à la personne malade de s'abandonner à ce qui est, à ce qui existe, à l'expression du chagrin aussi, à l'expression de ses croyances, de ses valeurs, à l'absence de tabou, hein, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on dit. Au fond, l'abandon, je pense que c'est arriver à se sentir libre dans ce qu'on vit. Une jeune femme me disait, lorsqu'elle vient au groupe de soutien que j'animais, enfin, jusqu'à la semaine dernière, elle disait, je peux me laisser aller parce que je protège personne ici, alors que dans ma famille, je protège les autres. Et je ne peux pas m'abandonner là. Mais avec mes pères, je peux m'abandonner de façon libre. Et c'est donc un peu dans ton écoute que l'autre puisse s'abandonner, c'est-à-dire de lui offrir un espace en dedans de toi où tu es capable d'accueillir cet abandon et tout ce qui vient avec, tout ce qui tout ce qui entoure ses peurs ou ce qu'elle vit par rapport à ces derniers instants. Et pour cela, je crois qu'un intervenant doit rester, lui offrir son espace calme, son espace d'accueil, son espace d'ancrage, son espace de résonance pour que la parole et l'abandon puissent faire écho aussi en toi, en moi ou en elle quand on les accompagne. Oui, c'est un gros thème, s'abandonner, parce que le mot parfois peut avoir une connotation d'abandonner et d'être abandonné, alors qu'on veut dire lâcher les tensions intérieures, beaucoup plus que lâcher les autres. C'est comme lâcher ces tensions intérieures. Et être lâché, hein, la plus grande souffrance, je pense, une des plus grandes souffrances probables, en tout cas, c'est de sentir qu'on est lâché, c'est-à-dire qu'on est abandonné des autres. S'abandonner, c'est différent que d'être abandonné. Oui, tout à fait, exactement. On peut s'abandonner en étant entouré. Oui, voilà. Oui.
Voilà. C'est parce qu'on est entouré qu'on peut se permettre de s'abandonner. Voilà, on se comprend bien. Hein? Je voulais aussi te dire que dans ton livre, j'ai trouvé ça intéressant que le malade, au fond, et peut-être que ça a été l'expérience de la plupart, serait envahi par trois sentiments principaux. On pourrait dire entre l'espoir de guérison, son avenir menacé et la solitude ressentie. Maintenant, chaque thème ici mérite qu'on s'y arrête un petit peu, Régent, parce que l'espoir de guérison, peut-être au début surtout, à l'annonce, et puis peut-être pas tout à fait à la dernière étape, quoique, toi et moi, on a vu des personnes qui espèrent de guérir Oui. jusqu'à la dernière minute. Et puis en même temps, on va parler de quelle guérison, quelle est cette guérison dont le malade nous parle. Et puis ensuite, oui, quand on sent que notre avenir est menacé, parce que la mort, c'est menaçant, ça aussi, peut-être tu peux nous en dire un mot, puis la solitude, au fond, du malade. Par exemple, Lucie, qui a dit « Vivre avec la maladie, c'est être condamné à la solitude ». Et si on y va, en tout cas, soit par la solitude, l'espoir de guérison ou l'avenir menacé, peut-être que tout y est dans cette forme de solitude. Hein? On peut inclure les trois dimensions dans la solitude, l'espoir de guérison sans savoir, mais qui donne encore le goût de vivre et le désir de vivre. Je ne sais pas si tu aimes présentement embarquer dans ce thème de l'espoir de guérison. Comment tu l'entends quand on te parle de ça? L'espoir de la guérison, pour moi, l'espoir, de ce que je peux comprendre, l'espoir, selon la personne malade, prend différentes dimensions, hein, prend différentes connotations. Tantôt, l'espoir est de guérir. Puis elle se transforme parfois en l'espoir d'être soulagé, de ne pas souffrir, l'espoir de pouvoir rencontrer un être aimé, de pouvoir échanger, l'espoir d'un appel, l'espoir de recevoir des soins, l'espoir de ne pas être abandonné des soignants ou l'espoir de ne pas être abandonné des siens. Et l'espoir se transforme et parfois l'espoir est de passer une bonne journée aujourd'hui. Hein. Et passer une bonne journée aujourd'hui, c'est une forme de guérison, hein, parce que ça permet la vie, ça permet la fluidité dans la vie, ça permet l'échange, ça permet la rencontre. Et l'espoir chez la personne malade, il permet de conserver son instinct de vie, je dirais. L'espoir permet de passer la journée aujourd'hui de façon la plus confortable possible. L'espoir permet de supporter, je dirais, l'insupportable. Et d'où l'importance de ne pas enlever, de respecter l'espoir. Et je crois fondamentalement, pour la personne malade, que l'espoir naît du plus profond d'elle-même. Elle ne vient pas de la médecine, elle ne vient pas des intervenants. Elle naît de ce qu'on a besoin, enfin, de ce qui est bon pour soi. Hein? Et ça vient de la personne. Pour les proches, l'espoir est présent aussi. L'espoir, des fois, c'est de revenir à la vie comme avant, de retourner en arrière. Ou encore, quand la maladie se continue, l'espoir de pouvoir accompagner la personne malade. C'est difficile pour des proches d'envisager l'accompagnement.
de pouvoir rester avec la personne malade. Les proches se demandent très souvent, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais résister, est-ce que je vais être capable de voir mourir, hein? Alors, l'espoir qu'on puisse continuer, l'espoir après le décès de pouvoir s'en sortir, hein, de pouvoir guérir du deuil qu'on est en train de vivre. Alors, l'espoir, dans le mot espoir, je trouve, je ne peux pas aller voir l'origine du mot, mais il y a le mot vie. Hein. L'espoir permet cette vie, la continuité de la vie. Oui, aussi, je note la citation de Muriel qui a 68 ans et qui te dit, l'espoir pour elle, c'est choisir le meilleur dans le pire. Oui, oui, oui. Choisir le meilleur dans le pire, c'est tellement beau, je trouve, hein, cette personne-là. Hein. Ouais, ça dit beaucoup. Oui. Et à partir du moment où elle choisit le meilleur, à partir du moment où elle choisit, pour moi, c'est un indice qu'elle est dans ses forces. Hein. Oui. Elle n'est pas en train de subir le pire, elle est en train de choisir le meilleur. Dans le pire, oui. Ce sont des paroles beaucoup plus fortes que la simple lecture de ça. Hein. Il s'agit de voir vraiment tout ce qu'il y a en arrière de ces mots-là. Tout ce que ça signifie quand on est rendu à cette étape de la vie, hein, la dernière. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant de lire le témoignage de Lucienne, qui, elle, est âgée de 75 ans, et elle dit « Tout le monde me parle du remède miracle, ce qui a effet de faire vivre plus de solitude, de m'isoler davantage. » Alors, on voit bien que le malade, par son témoignage, ne s'attend pas à un miracle dans son espoir, comme tu l'expliques, avec différentes formes pour l'illustrer. Et elle vient nous le dire aussi. Et elle parle de solitude quand on est dans le remède miracle qu'on cherche à trouver pour elle et qu'on sait que ça ne sera peut-être pas possible, très rarement en tout cas. Alors, on l'isole davantage de son vécu et de la relation avec nous, peut-être. C'est comme si parfois les proches ou les accompagnants aussi rencontrent des moments d'impuissance hein, à travers le soin, à travers l'accompagnement, à travers la relation. Et trouver le remède miracle ou prescrire une façon de vivre la maladie, avec la maladie, prescrire une façon de se préparer à mourir. C'est comme si c'est une façon de trouver une contenance hein, et de prendre soin de soi comme accompagnant pour soigner son impuissance, je dirais. Hein. J'allais t'amener sur ce sentiment d'impuissance. Hein? Oui. Alors que dernièrement, il y a un homme de 40 ans qui me disait, vous savez, les gens, mes amis, ne s'informent plus de moi parce qu'ils sont mal à l'aise. Hein? Et quand ils s'informent de moi, ils me disent comment vivre. Mais moi, j'ai un cancer, je sais que je vais mourir. Et je voudrais tout simplement qu'ils s'informent de moi. Je leur dirai comment je vais. Et après ça, je m'informerai d'eux. Et ils me diraient comment ils vont. Puis après, on pourrait parler de la vie, puis de toutes sortes de choses. Hein. Mais c'est comme si ces gens me considèrent comme étant une maladie. Alors, ils se sauvent parce qu'ils sont mal à l'aise de voir la maladie. Alors, au fond, c'est comme si cette impuissance que les proches vivent font qu'on a envie de fuir. Hein. Souvent, les personnes malades vont nous dire depuis que je suis malade, il y a eu un vide autour de moi. Et ça m'a permis, par contre, de découvrir certaines personnes qui deviennent précieuses parce qu'elles arrivent à rester à côté de moi. Oui. Et là, Régent, je me mets présentement à la place des gens qui nous écoutent. Pour la majorité des personnes en deuil, elles pourraient faire le lien
Oui. avec ce que tu viens de dire. Oui. Les personnes souvent se sauvent devant le deuil de l'autre ou lui dit justement, comme si c'était un remède miracle, tu vas voir, ça va bien aller, Oui. va de l'avant avec quelques conseils, un peu encore pour exprimer notre sentiment d'impuissance devant sa perte et au lieu de pleurer avec elle ou au lieu de rester là, on est porté à se soulager du je ne sais pas quoi dire, alors qu'au fond, il n'y a pas beaucoup à dire, mais beaucoup à être. Il y a beaucoup à être, mais pour être, pour accompagner, il faut arriver à faire silence en soi de tous nos insécurités ou tout ce qu'on voudrait dire, dans le fond, hein, parce que on ne sait pas ce que l'autre vit. Hein. Alors, juste faire silence en soi pour être disponible à l'autre. Et c'est probablement très simple, mais en même temps, c'est probablement tellement difficile, hein, puisque les gens ne le font pas naturellement. Hein. On s'identifie, je crois. On s'identifie certainement à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, parce que c'est clair que ça va nous arriver de perdre un être cher. Et on ne sait pas quelle sorte de mort nous attend. Et si c'est une mort à la fin d'une longue maladie, eh bien, nous aussi, on s'identifie aux malades. Oui. Et on pourrait toujours dire, ici, c'était moi qui étais dans ce lit. Et si c'était moi, quand l'endeuillé nous pleure la perte de son enfant, quand l'endeuillé pleure la perte de son conjoint, quand l'endeuillé pleure la perte et de son enfant et la perte par suicide. Là, il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer la douleur de l'autre parce que il ou elle sait qu'on serait dans la même douleur si ça nous arrivait. Et on ne Et veut c'est quelque pas. chose qu'on ne veut pas, hein, on ne peut envisager, qu'on ne veut envisager. Oui. Et en même temps, on voit que les personnes ont le courage d'être là devant nous, d'essayer de trouver les mots, certainement de verser des larmes, et que nous, on est là pour accueillir au fond tout ça. Mais c'est vrai que ça nous ébranle aussi. Et c'est bon que ça nous ébranle, parce que c'est très touchant, et puis oui, ça va nous arriver. Alors, je pense que tout ça fait beaucoup de sens et puis on apprend. Il vaut mieux, je crois, faire des faux pas que de ne faire aucun pas. Il vaut mieux. Et je dirais que la personne qui souffre, même si on fait un faux pas, s'il est fait avec cœur, la personne qui souffre le voit, ça. Elle est assez sensible pour se rendre compte que l'autre l'a fait avec du cœur, hein, même si elle le fait un peu gauchement des fois. Oui, voilà. Je t'amène sur le thème du temps. Le temps à la fin de la vie. Le temps dans un moment aussi d'épreuve. Je reviens toujours au parallèle qu'on peut faire avec le deuil. Le temps chez l'endeuillé n'est pas le même que chez les gens qui n'ont pas récemment ou il y a quelque temps ou même longtemps perdu un être important. Le temps prend un autre sens pour le malade aussi ou pour l'endeuillé. C'est comme, moi j'appelais ça, le malade vit hors du temps, comme si il n'est pas dans le temps de l'horloge, dans le temps chronos, il est dans une autre forme de temps. Marie Laberge disait, c'est parce que le temps est compté que son temps compte. Mais en même temps, on ne le calcule pas. On sait que ça compte. Toi, quand tu accompagnes ou quand tu as accompagné tous ces malades, je ne sais pas si tu as senti qu'en peu de temps, parfois, il se passe de grandes choses et que la quantité de temps n'a pas rapport avec la qualité de la rencontre. Tu as pu vivre ça, non? Oui. Oui, on pourrait dire beaucoup hein, sur le temps, mais je vais y venir à ça, Joanne, là, mais le rapport au temps avec la personne malade est différent aussi hein, d'une personne à l'autre, je dirais. Ça peut être long aussi. Hein? Oui, le temps me paraît nécessaire pour intégrer, assimiler,
les mauvaises nouvelles, le temps est nécessaire pour apprendre à vivre aussi, hein, avec la menace qui est annoncée, avec le deuil à venir. Mais ce n'est pas le temps qui arrange les choses. Hein. Je me rappelle quand j'étais petit, on disait « Ah, le temps arrange les choses », mais c'est la personne qui, à travers le temps, découvre, apprend, chemine, saisit, enfin... bonne précision, Régent. Hein? Et tantôt, le temps apparaît trop court, puis parfois, en même temps, il apparaît trop long. Chez les personnes malades, quand on sait qu'on va mourir dans quelques semaines, le temps peut paraître court, mais le chemin pour se rendre jusqu'à la fin de la vie peut apparaître très long. Hein? Et pourtant, on est dans le même temps. Hein? Le temps peut apparaître long à cause des inconforts, à cause des peurs aussi, de l'inconnu, comment la mort va se présenter, quels soins on aura besoin, enfin, le chagrin également qu'on vit. Alors, c'est court puis c'est long en même temps. Et dans cet espace-temps très court peut s'établir, de fait, comme tu disais, Joanne, une relation profonde avec la personne, hein, avec la personne qui est malade. Et moi, je suis toujours surpris de voir, d'arriver à établir une relation aussi importante, aussi vraie, en très peu de temps et pour très peu de temps. Si bien des fois que, moi, par rapport au temps, je suis surpris qu'une personne soit décédée alors que la relation d'accompagnement était, je dirais, à son meilleur, même si c'était quelques rencontres seulement. Et c'est comme ça me fait dire, on oublie le temps court, mais on est devant une personne qui est toujours vivante, hein, jusqu'à la fin. Hein, et l'intensité de la relation est là. Puis en même temps, la mort vient trop vite des fois. Oui. Mais elle ne vient pas trop vite. C'est nous qui n'étions probablement pas ajustés avec le temps ou on a mis de côté le temps pour dire cette personne-ci est toujours vivante. Et elle est vivante aujourd'hui et c'est ce qui est important aujourd'hui pour elle et pour moi, hein, dans la compagnie. C'est l'aujourd'hui. Ah oui, c'est très, très clair. C'est très, très clair. C'est l'aujourd'hui de la vie, de sa vie. C'est l'instant présent. C'est vraiment précieux parce qu'on est quand même conscient que le temps compte et que ce temps-là nous appelle à une relation véritable où on dirait que plus rien d'autre compte que nous deux, les deux. Celui ou celle qui parle, celui et celle qui écoute. Il n'y a rien que ça, finalement, qui compte. Parce que ce qui nous reste à la fin de la vie, c'est la relation. Ce qu'on va perdre, c'est la relation. C'est difficile, ça, hein, parce que c'est rempli d'amour, puis en même temps, ça prend une séparation à la fin. Et puis, on essaie, je pense, de faire le plein pour le malade avant de partir de cet amour autour de lui. Et puis, pour les proches, de reprendre un petit peu à l'intérieur de soi le vécu, hein, qui a été pour la plupart heureux, pour plusieurs heureux malgré les hauts et les bas. Et c'est donc de porter le vécu, hein, mais quand la personne part, c'est très dur. Comme tu dis, on est surpris de voir que cette personne, il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 10 minutes, 1 heure, la veille, parlait, était bel et bien vivante. Et tout d'un coup, elle n'est plus là. C'est un choc. Oui. Et pour les proches, la mort vient vite, des fois, même si parfois, on a souhaité que la mort vienne. On est dans des paradoxes. Hein? On a souhaité que la mort vienne parce que, pas pour que l'autre meure, mais pour que la souffrance de l'autre cesse et sa propre souffrance cesse pour retrouver une vie normale selon nos normes à nous, hein, chacun individuellement. Et quand la mort arrive, en même temps qu'on la souhaitait, en même temps, elle arrive vite.
Et on est toujours dans le même espace-temps. Oui, c'est vrai. Et quand je regarde le temps chez les personnes endeuillées, je ne sais pas combien de personnes endeuillées que j'ai rencontrées qui m'ont témoigné que c'est long vivre le deuil. Et quand j'interroge sur combien de temps que le décès, enfin, ça fait combien de temps que le décès est arrivé, parfois on va dire ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois. Et encore là, c'est relatif le temps parce que 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, c'est court dans un espace de vie de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans avec une personne. Oui. Alors, c'est peu, mais ça semble tellement long parce que quand on accompagne un malade, quand on vit le deuil, c'est tellement intense. Hein? La vie devient tellement intense qu'on oublie le rapport au temps. Oui. Alors, le temps court devient long. Et quand on remet ça en perspective, ça a l'effet, me semble, de calmer un peu son intérieur. Quand on dit, ben, ça fait juste 3 mois, ça fait juste 4 mois, je peux même me sentir un peu déboussolé encore, hein, affecté, chagriné, enfin. Et je pense, de mon côté, Régent, la même chose parfois pour des personnes chez qui ça fait 4 ans, 3 ans. Ça peut encore sembler à la fois court et long. Oui. Oui. Parce que, comme tu le dis si bien, ça s'inscrit dans l'histoire d'une vie et dans l'intensité de la relation, de la rencontre avec cet être. Alors, c'est quelque chose de... C'est tellement, je dirais, presque intime, notre rapport au temps. C'est quelque chose d'individuel, en tout cas. Il est toujours difficile de trancher. La science essaie de le faire, de trancher entre des temps dits de douleur et des temps dits de guérison. Mais comme plusieurs endeuillés m'ont appris, hein, ça vient et ça repart, ça vient et ça repart. C'est l'histoire d'une vie avec des soubresauts de peine. Et puis, finalement, des jours meilleurs, des jours où on se sent un petit peu mieux. Alors, il faut être d'une patience d'ange pour eux, je veux dire envers eux-mêmes. Il faut qu'ils soient très patients envers eux-mêmes. Oui. Hein, parce que ça ne se calcule pas, ça ne se mesure pas, ça se vit, ça se ressent. Mais c'est très dur à démarquer dans un temps de la vie ordinaire. Oui. Parce que pour moi, perdre un être cher, on n'est plus dans la vie ordinaire. On est dans une vie qui vient de basculer et qu'il faudra réinventer pour la suite. Je voulais aussi souligner, le temps avance, comment dire, justement, peut-être pour comment je dirais, appuyer ce qu'on vient de dire. C'est son nom, c'est Denise. Elle a 71 ans et elle dit, quand vivre au jour le jour devient insupportable, il faut regarder autour de soi la présence et l'amour des nôtres qui deviennent une consolation. Je crois que ça vient boucler un petit peu notre thématique du temps, de la guérison, de l'amour, de la présence, de l'écoute et de l'expression de la parole. Hein? Alors, ça, je pense que les patients, elles et ils, t'ont confié des mots très précieux dans leur vécu des derniers moments et ils font référence un petit peu à ce qu'ils vivent pour qu'on saisisse mieux. Hein? Si on n'avait pas ce travail, toi et moi, si les gens n'avaient pas connu la perte, on ne saurait pas de quoi on parle présentement. On a eu la chance d'écouter, toi et moi, et d'autres ont eu le courage de nous dire. Et quand, à deux, comme ça, le courage de dire et la chance ou le privilège d'écouter, je pense qu'on arrive à mieux saisir
les grands thèmes autour de la maladie et puis de la mort et du deuil. Alors, tu n'es plus, n'est-ce pas, à la Maison Michel Sarrazin, tu as terminé? Enfin, j'y suis encore un peu, mais depuis une semaine, j'ai laissé mon poste. Je vais continuer à m'impliquer à la Maison Michel Sarrazin, mais avec un rythme très différent. Alors, je vais rester un ami de la maison, un associé de la maison. Oui. Je pourrais remplir quelques mandats, mais pas au quotidien comme je fais depuis autant d'années dans l'accompagnement des malades et des familles. Ça te fait quoi de laisser ça? Qu'est-ce que ça te fait de quitter un peu cette belle maison que plusieurs connaissent? Même si tu auras encore à y aller, mais... Oui, mais enfin, je quitte un poste où plein de gens auraient voulu avoir, auraient désiré, mais moi, enfin, je suis dans ma 44e année de pratique, et je m'étais dit que je quitterais le jour où j'aimerais autant ça. C'est-à-dire que je ne serais pas fatigué, que j'aimerais mon travail autant. Enfin, je dis un travail, c'est plus un engagement qu'un travail. Hein. Et alors, l'âge avance, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, des petits-enfants. Et j'ai décidé de vivre un rythme différent, à un rythme différent. Et je laisse, la décision était très difficile à prendre parce que je laisse quelque chose que j'aime autant, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Et pourtant, c'est un travail qui demande beaucoup de disponibilité, mais je préfère partir dans cet état d'esprit. Bien sûr. Mais j'ai beaucoup de peine de laisser les malades, mais je les verrai autrement. Je suis sûr que je vais continuer autrement. Je suis un peu dans le vide comme ils sont un peu dans le vide. Hein? Quand ils savent qu'ils vont mourir, ils sont devant l'inconnu. Je suis un peu devant cet inconnu. Mais en présence des gens que j'aime, de mes proches, de mes petits-enfants. Il y en a un qui va naître d'ici une semaine, là, un 4e. Alors, puis il y en aura d'autres, semble-t-il. Alors, voilà. C'est alors, à la fois partagé, mais à la fois en paix. Souvent, ce que je dis, c'est le meilleur prédiction pour une mort paisible, c'est la satisfaction de sa vie. Hein. Oui. Et moi, le meilleur prédicteur pour une retraite en paix, la prise d'une retraite en paix, c'est la satisfaction de ma vie professionnelle où j'ai été comblé. Oui, ça fait du bien, tu pars avec de la joie dans le cœur. Et comme tu disais au tout début de notre rencontre, la joie n'empêche pas les larmes ou la peine. Hein? Exactement. Hein? Oui. Exactement. Tu te souviens, juste avant de terminer, quand on se voyait dans les congrès de soins palliatifs et puis que Dr Mante nous présentait des visages. Il avait toujours demandé la permission aux malades de les photographier avant leur mort. Et puis, nous, une fois par année, on revoyait les visages des personnes qu'on avait soignées. Et tu t'imagines tous les visages que tu portes en toi, que tu as rencontrés et qui continuent finalement de nous porter dans notre propre vie. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre en parole. C'est par le témoignage de tous ces malades. Dès que je lis ces témoignages, je vois les visages. Oui. Et en un témoignage, je vois parfois 20 visages. Ah oui. Ah et je vois plein de membres de famille également. Et ça, c'est assez extraordinaire. Hein. Peut-être juste encore un mot avant de passer la parole à l'auditoire qui va nous aider peut-être à creuser davantage sur quelques thèmes qu'on a effleurés. Tu sais, ça va bientôt être Noël. Nous sommes dans un drôle de monde actuellement. Nous vivons tous cette pandémie.
certaines personnes en deuil m'ont dit qu'ils ressentaient presque une parenté avec les gens qui sont confinés, ou nous sommes tous dans ce bateau maintenant, mais que on est un peu tranquille, même si c'est stressant de vivre ce qu'on vit. Il y a quelque chose qui nous appelle vers une tranquillité, vers un ralentissement, quoi. Et puis, ben, toi, comme bien d'autres, tu parlais des enfants, des petits-enfants, puis les personnes qui sont en deuil présentement, qui n'auront peut-être pas l'occasion de se voir comme tel en personne à cause de ce qui nous est demandé pour la prudence. Dis-moi, est-ce que justement l'écran, les cartes, les petits cadeaux par la poste, on va être obligé d'inventer une façon d'être ensemble? Le danger, je trouve, c'est de se laisser prendre par... c'est comme s'il y avait une mort sociale. Hein. Oui. On a la mort physique chez les malades, puis on l'a vu chez les membres de famille qui ne pouvaient pas venir visiter leurs malades, où c'était, pour moi, c'était l'horreur. Là. Et il y a eu des crises épouvantables. Mais c'est comme s'il y avait une mort sociale qui est arrivée avant la mort physique. Et présentement, c'est comme si on le vit tous, hein, cette mort sociale. Et moi, je n'ai pas envie de me laisser prendre par cette mort sociale. Et j'ai des enfants, j'en ai 4, j'ai des petits-enfants. Alors, à nous maintenant d'inventer, on veut aller leur porter des paniers de nourriture qu'on est en train de fabriquer pour que ça goûte bon. Ça ne goûtera pas pareil, parce que ça goûte bon quand on est tous ensemble, ça goûte meilleur. Mais ce sont des choses qu'on fait pour le moment. Mais l'idée, c'est de garder cet espoir, hein, de pouvoir faire quelque chose. Et l'espoir que le malade a, ben, on doit l'avoir pour nous-mêmes aussi, hein, pour ne pas se faire avoir par cette mort sociale, pour ne pas mourir avec la pandémie. Je trouve ça très aidant, ce que tu nous suggères, très aidant. Régent, on va passer la parole à ceux et celles qui t'ont écouté et tu as vraiment touché à des points importants que plusieurs ont traversés. Alors, certains ont dû reconnaître de leurs propres expériences dans ce que tu nous as proposé ce soir comme thème. Et on va regarder avec Alain ou avec Élise si nous avons reçu des questions ou des commentaires. Alors, il y a une question intéressante, mais assez vaste, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de perdre quelqu'un? Une bonne question quand même. Très bonne question. Ce qui me vient, hein, c'est... il y a à la fois le professionnel et aussi la personne là, qui l'a vécu aussi. Je dirais de se donner le temps, de prendre ce temps, c'est-à-dire de le réaliser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est prendre le temps de le vivre, dans le fond. Prendre le temps de le ressentir, de pleurer, de s'arrêter. S'arrêter, parce que c'est un événement qui est tellement important, différent dans nos vies. S'arrêter. Oui, oui. On ne sait pas ce qu'on va faire hein, quand il nous arrive une grande épreuve. Ça dépend aussi dans quelles circonstances on a perdu des gens. Parfois, les circonstances ont été tellement rapides qu'on va se mettre à marcher presque de façon mécanique parce qu'on n'y croit pas. On va faire semblant, tellement ça fait mal, on va faire semblant de fonctionner, mais on va juste agir de façon mécanique pendant un temps, le temps d'encaisser une terrible nouvelle quand la mort est soudaine, quand la mort a été annoncée. Peut-être qu'une partie de soi qui était déjà en deuil, l'autre partie qui a été quand même en choc de voir ce que la mort vient véritablement faire aux derniers instants, c'est-à-dire rendre l'autre inanimé complètement. Et c'est difficile
revenir presque dans ses souliers pour dire, j'ai-tu vraiment vécu ce que je viens de vivre? Alors, prendre le temps, comme tu dis, ça va être important. Ce temps peut être peut-être pris seul, d'autres devraient le prendre avec quelqu'un de confiance pour aller, comment dire, non seulement trouver l'oreille qui veut bien écouter. Autrefois, on disait pour aller s'effondre dans les bras de quelqu'un. Aujourd'hui, avec la COVID, on se retient un peu, mais on perd rien. On perd rien pour retrouver les étreintes qui présentement se perdent. On a un commentaire intéressant où quelqu'un nous dit, en fait, il y a les deuils, il ne faut pas laisser les deuils seuls dans la place, c'est-à-dire prendre toute la place. Et il y a un parallèle qui est fait avec la COVID. On ne peut pas laisser juste la COVID décider de tout. Il faut y amener les petits bonheurs quotidiens et y ajouter, disons, essayer de positiver en quelque sorte. Et effectivement, je pense que, bon, on peut pas être contre cette idée-là. Mais on parle de deuil, on parle de Noël, des fêtes qui approchent. Il y a une espèce de double deuil, surtout pour les endeuillés, c'est-à-dire que à la fois le deuil, la perte d'un proche, mais en même temps, la perte de sens de nos fêtes, de nos célébrations. Bon, certaines personnes avaient un peu d'espoir. Maintenant, on en a moins parce que les consignes qu'on doit suivre nous indiquent que, bon, il n'y aura pas, pour reprendre l'expression populaire, ce sera avec pas de fête finalement. Alors, comment on fait quand on vit d'abord le deuil des fêtes, mais un double deuil quand on est déjà endeuillé et qu'on a ça aussi au-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos gens? Oui, bien, je pense en tout cas, Pierre-Jean, tu poursuivras, mais que certaines personnes m'ont réellement dit que le double deuil pouvait, dans certains cas, faire moins mal de savoir que les autres sont un petit peu comme nous, c'est-à-dire reclus ou confinés ou seuls, pas avec la famille. Donc, dans ce sens-là, je crois que la COVID est venue apaiser le cœur de certains endeuillés, alors que pour d'autres, c'est venu complètement perturber le cœur de l'endeuillé, surtout comme Régent qui nous l'expliquait, quand la personne ne pouvait pas accompagner un proche en présence jusqu'au bout. Alors, c'est intéressant parce que c'est très variable et varié ce que les gens ressentent par rapport à tout ça. Tu as une idée, Régent, à rajouter? Il y a des personnes malades qui m'ont dit, lorsque le confinement est arrivé, ben, on est moins seul parce que tout le monde est confiné maintenant. La maladie nous confinait nous-mêmes. Il y a peut-être, ce qui peut peut-être être aidant dans ce double deuil, c'est cette solidarité, dans le fond, humaine, où on est tous dans le même pétrin. Oui. Mondialement. Oui. Alors, peut-être que ça peut représenter une sorte de soutien. Une sorte de soutien. Oui, parce qu'il est rare que nous soyons tous en même temps dans un même pétrin. On peut être dans le pétrin à tel moment de notre vie par rapport à un autre qui est dans une grande joie de sa vie. Oui. Alors que là, on partage quelque chose, tout le monde, différemment peut-être, mais au même niveau. Alors oui, c'est vrai que ça fait une solidarité. On pense à l'autre tout en pensant à soi aussi. Oui. Oui. Je crois. On nous demande est-ce que c'est normal de vivre un deuil un an après que l'être cher soit disparu, donc avec un retard. Joanne, est-ce que Oui. tu réponds? Oui, en fait, on appelle ça un deuil différé, bien sûr. Et ce deuil différé est là pour différentes raisons. Comme le deuil ne fera pas moins mal au même moment pour tout le monde, donc pas nécessairement au bout de 6 mois, pas nécessairement au bout d'1 an, pas nécessairement au bout de 3 ans. Alors, c'est la même chose pour le départ, entrer dans son deuil. Une auteure qui disait le plus difficile, ce n'est pas
de sortir du deuil, mais d'y entrer. Alors, des fois, entrer dans le deuil, on hésite, on a peur de s'écrouler, on a le sentiment qu'on va se liquéfier tellement ça fait mal. Alors, on gèle un peu, on s'anesthésie, on essaie de traverser une année comme si rien n'était. C'est une façon de se protéger, c'est une façon d'essayer de s'adapter à quelque chose de trop fort presque pour son quotidien. On continue de travailler, on avance comme si de rien n'était et on ne sait pas. Le fait d'avoir traversé toute une année, l'année d'après, voilà qu'on revise un peu ce qu'on faisait l'année dernière à ce temps-ci. Et puis que là, on se dit, mais là, ça fait tellement longtemps qu'il ou elle est parti, alors que la personne qui vit son deuil dès à présent après la mort, elle s'ennuie au fur et à mesure du temps. Mais la personne qui ne l'a pas vécu tout de suite va dire, ah mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Et tout d'un coup, le deuil frappe au bout de 2 ans à cause de l'ennui. Voilà, il n'y a pas d'anormalité dans ça. Vous savez, un deuil anormal, ce serait de s'auto-détruire à cause de la mort de l'autre. Ça, c'est un deuil qui pourrait être dangereux à vivre. S'auto-détruire dans l'alcool, s'auto-détruire dans les défis face à la mort, les risques que l'on prend, toutes les façons d'autodestruction qui sont possibles seraient peut-être un danger pour la personne en deuil. Tout le reste, parler à son défunt, servir une soupe à l'endroit vide devant soi, se coucher avec le chandail de son enfant, le toutou de son enfant, pendant des mois, des années. Pour moi, rien de tout cela n'est anormal. C'est l'expression d'une peine et c'est comme ça. On a des sensibilités qui varient. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, je viens vous voir parce que je n'ai jamais pleuré. Je ne sais pas ce que c'est que de pleurer. Pourriez-vous m'aider à pleurer? Alors que d'autres me disent, je viens vous voir parce que je n'arrête pas de pleurer. Voyez? Et les deux sont en souffrance. On ne sait pas comment ça se présente le deuil. Et moi, je rajouterais à ce que dit Joanne, pour être capable de résister à entrer dans un deuil pendant 1 an de temps ou 2 ans de temps, ben, pour moi, il y a un indice de force personnelle importante. On était capable de tenir le coup avant d'entrer dans le deuil aussi longtemps. Alors, ces mêmes forces, j'ose croire qu'elles pourront aider à vivre le deuil, puis à évoluer dans son deuil, puis le vivre, en fait. Oui, mais en tout cas, Régent, je veux juste rajouter aussi que dans toute force se situe le noyau de notre vulnérabilité. Et dans toute vulnérabilité se situent aussi les racines de notre force. Oui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui entre bouleversée dans son deuil n'est pas en manque de force. Et celui ou celle qui rentre en apparence moins bouleversé n'est pas plus fort que l'endeuillé qui démontre ses forces. Mais j'entends bien ce que tu veux nous expliquer, c'est qu'il y a eu une sorte de résistance et puis que cette résistance pourrait devenir résilience. Mais c'est ça. On ne sait pas comment ça va s'exprimer, notre deuil. Mais je pense qu'il faut accueillir cette expression qui nous est étrange. On ne se reconnaît pas beaucoup dans le deuil. C'est souvent l'envers de ce qu'on était avant dans la vie, avant la perte. Certains des participants nous soulignent que ce qui est très difficile après la perte de quelqu'un qu'on a accompagné vers la mort, c'est de se mettre de l'avant après la perte parce qu'on s'est un peu déshabitué à penser à nous en se concentrant sur celui ou celle qui va nous quitter.
et on nous dit trouver difficile de pouvoir se raccrocher par la suite et se mettre de l'avant pour faire le cheminement du deuil. Oui, tout à fait. Je dirais une phrase et puis peut-être que Régent aimerait renchérir, mais en fait, se mettre de l'avant veut dire reprendre sa vie autrement. Parce que dans le fond, on n'est plus pareil, on ne peut pas être pareil. Et c'est pas facile de se redécouvrir, de se redéfinir, de se retrouver. Si c'est un conjoint, ben, être veuve d'abord, puis après être une personne qui va se redéfinir dans sa vie de célibataire ou sa vie autre qu'en couple. Quand c'est une maman qui perd un enfant ou un père qui perd un enfant, ce n'est pas évident non plus de retrouver un rôle qui soit aussi percutant que d'être parent dans tous les récits que j'ai pu entendre. C'est tout un rôle, c'est tout un don de soi. Et plusieurs ont, tu nous disais, Régent, que tu as eu 4 enfants et que là, je crois que tu as 4 petits-enfants. Ta vie aussi, elle a été centrée sur les enfants, sur tes petits-enfants, sur ton couple, probablement sur tes patients, sur tes collègues. Et puis, quand il nous arrive un phénomène comme une perte majeure, on se sent seul au monde et on se dit comment est-ce que maintenant je vais me redéfinir. C'est comme notre identité est brisée en perdant l'autre. Et il y a des phrases percutantes que certains auteurs nous ont fait comprendre. Qu'est-ce que j'ai perdu de moi en perdant l'autre? Et c'est là qu'il faut retrouver quelque chose de soi et inventer du nouveau en soi par la suite. Et je dirais aussi que lorsqu'on vit le deuil dans les débuts, après avoir accompagné une personne pendant un certain temps, il y a une fatigue physique qui est présente, une fatigue morale également. Et avant de se redéfinir, avant de repartir, ben, c'est important de se reposer. Se reposer. Se reposer, ça peut être dormir, mais ça peut être aussi perdre son temps ou se déconcentrer, se laisser ne rien faire, au fond. Parce qu'on ne peut pas imaginer, imaginer comment est l'exigence, à la fois physique, à la fois mentale, d'accompagner une personne et aussi de perdre quelqu'un en soi. Là. Le deuil passe beaucoup par le corps, je pense. Ah oui. Et comme tu disais tantôt, c'est faire face à un inconnu. Hein? L'inconnu d'une partie de soi qui va naître autrement. Et puis l'inconnu d'une vie. En fait, moi, je l'ai dit comme ça parfois, une vie différente dont on ne veut pas pendant un bout de temps. Et une vie qui n'est plus qu'on ne cesse de vouloir, de rechercher encore. Alors, on est pris dans l'impasse entre la vie qu'on avait mais qui n'est plus, entre la vie qui est dont on ne veut pas présentement. Et c'est là qu'il faut être patient avec soi. C'est un moment de transition. Parfois, les transitions sont longues avant de rebondir et arriver dans un autre espace en nous et autour de nous. Tu le dis bien, hein, Joanne, être patient avec soi. Et oui, voilà. Être bon avec soi. Oui, oui, tout à fait. Peut-être qu'on a encore un petit 5 minutes, Alain, je ne sais pas. Je pense que ça fait le tour des questions ou des commentaires, Joanne. Oui. Avant de te céder à toi et à Régent Carrier le mot de la fin, je voulais juste en profiter pour souhaiter à tous, au nom de toute l'équipe du Repos Saint-François d'Assise, d'Infodeuil, bien sûr, et en mon nom personnel, et ce malgré le contexte qui n'est pas toujours facile, ben, des fêtes, je dirais, paisibles, avec de la lumière si possible. Allumer le sapin, allumer des bougies. Essayons de créer une ambiance lumineuse malgré la grisaille de décembre, j'allais dire novembre, mais maintenant de décembre.
Et sachez que la lumière va revenir peu à peu dès Noël et on gagnera quelques secondes ou minutes éventuellement par jour. Et voilà, donc, et de vous souhaiter donc du bon temps. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir un peu et revenez-nous le 1er février. Et voilà, alors je vous cède la parole. Je remercie Joanne de Montigny, bien sûr, et Régent Carrier. J'ai bien apprécié ce bref moment avec vous. Alors, je te cède la parole, Joanne. Merci. Oui. Bonsoir à tous. Eh bien, moi aussi, je tiens à saluer tout le monde qui nous écoute, tout le monde qui est avec nous ce soir et souhaiter aussi un Noël. Je reprends ton mot, Alain, parce que je crois que c'est ça qu'on peut se souhaiter, de la paix intérieure, malgré la tourmente extérieure. Et puis, je reprendrai aussi la pensée de Régent que cette mort sociale ne doit pas nous atteindre psychiquement et physiquement, parce que nous avons des forces à la fois physiques et psychiques qui vont se rebâtir. Et éventuellement, la force sociale, le lien social va renaître. J'aimerais dire un mot, par contre, même si on se laisse en effet pour se retrouver le 1er février lors des soirées rencontres, entre-temps, vous aurez le bonheur d'aller voir le 21 décembre sur le site infodeuil.ca et retrouver un entretien que j'aurai eu avec Christophe Fauré, le psychiatre européen qui a écrit de bons livres, vraiment de bons livres sur le deuil, dont Vivre le deuil au jour le jour, Vivre le deuil après suicide, et qu'il a aussi des YouTube qui font du bien lorsqu'il s'adresse à nous. On aurait voulu qu'il soit là pour le colloque qui n'a pas eu lieu finalement à cause des circonstances de la COVID, et j'ai finalement pu le rejoindre juste avant que l'année s'achève. J'aurais envie de dire, pour l'offrir comme cadeau de Noël de la part du repos Saint-François d'Assise, parce que sa présence va nous aider aussi à traverser ce moment. Alors, ce sera un petit clin d'œil avant le 24-25, puisque la cassette, la capsule sera disponible sur le réseau du web infodeuil.ca et vous pourrez donc vous abreuver. Je lui ai demandé une conférence, mais il a dit qu'il souhaitait avoir un échange avec moi. Je vais essayer de le faire parler le plus possible parce que j'aurais voulu faire ça aussi avec Régent. Qu'il parle le plus que moi, beaucoup plus longtemps. Mais c'est comme ça, un entretien. Alors, merci de votre écoute à votre tour, parce que, voyez, l'écoute, ça circule et vous nous avez offert votre écoute ce soir. Je vous salue. Je remercie infiniment Régent Carrier. Je lui souhaite une belle semi-retraite parce que je le connais assez pour savoir qu'il va aller à l'occasion dans ces lieux où il a apporté beaucoup, moi je le sais, aux autres. Et pourquoi il a apporté, je pense qu'il le dirait comme moi, parce qu'on a tellement reçu. Et c'est comme ça qu'on peut redonner, parce qu'on a tellement reçu. Alors, on vous embrasse, hein, parce qu'on peut le faire comme ça par écran. C'est tellement difficile maintenant avec nos masques. Mais là, sans masque, on vous embrasse. Bonne soirée. Et puis, à très, très bientôt, le 1er février. Et entre-temps, visitez le site. On essaiera de déposer des nouveautés. Et pour ma part, je suis en train de déposer là, le plus fidèlement possible les prochains chapitres de mon livre numérique Au plus près du deuil, que vous retrouverez également sur ce site. Il y a déjà 2 chapitres de déposés et je m'engage à vous offrir les prochains. À très bientôt. Merci au Repos Saint-François d'Assise de nous permettre, sincèrement, Alain, de présenter des personnes comme Régent ce soir, des belles personnes qui nous font grand bien avec des mots
trésors, je dirais, des mots qu'on va porter en nous. À bientôt tout le monde. Merci aux techniciens. Heureuse fête à tout le monde. Merci beaucoup.